Bonjour à tous. Donc, les IFC. Aujourd'hui, le thème de ce rendez-vous, c'est les IFC. Donc, le format IFC qu'on utilise régulièrement quand on est en collaboratif et quand on est multi-éditeur, surtout au niveau d'un projet. Alors, je me présente, Yacine Youti, je suis architecte de formation. Chez Gretec, je m'occupe au niveau de la clientèle, je peux être BIM manager en fonction des projets à aborder. Autrement, je suis BIM consultant chez notre clientèle. Notre clientèle composée d'agences d'architecture et de bureaux d'études de structure. Voilà. Donc, on fait aussi de l'accompagnement quand les agences ou les BET démarrent dans l'environnement du BIM pour mettre en place la méthodologie, les bonnes pratiques, la charte graphique interne à une agence, voire même, je dirais, les conventions BIM. On va aborder ce thème sur 3 questions. Bon, peut-être des exemples, pas certains, mais sur 3 questions surtout. Pourquoi l'IFC? Depuis quand on parle de l'IFC et comment on doit le générer dans notre processus de travail? Peut-être des exemples après, mais bon, ça dépendra du temps imparti du webinaire. Alors, pourquoi? Alors, l'IFC, c'est un format justement, c'est un format d'échange surtout, pour pouvoir fonctionner en interopérabilité quand vous êtes dans une affaire où, suivant le métier, suivant l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous pouvez avoir affaire avec des éditeurs différents, des formats différents, donc pour pouvoir finalement se transférer l'information via un format lu par tout le monde. Donc, c'est l'IFC. On parle d'IFC, c'est ce qu'on appelle les fichiers, un fichier ouvert, l'Open BIM, que tout le monde puisse l'exploiter, quel que soit le logiciel de modélisation. Donc, IFC pour Industrie Fondation Classe. Voilà. Alors, les caractéristiques de l'IFC. Donc, effectivement, c'est un format ouvert. Il est maintenant géré par Building Smart, puisque bon, il faut être certifié. Chaque éditeur de logiciel doit être certifié par rapport à un format IFC, puisque le format IFC doit répondre à un certain nombre d'exigences pour que ce soit lu par d'autres éditeurs. Je prends un simple exemple. VMUR, je travaille dans des produits Autodesk. Je dois transférer ça dans d'autres avec un autre éditeur. Bon, alors, c'est monsieur. Est-ce que vous pouvez vous couper votre micro, Joseph? Merci. Alors, c'est un format. Je vais le faire. Voilà. Donc, donc, ce format, il est certifié par Building Smart, et c'est Building Smart qui va donc attribuer ces certifications qui répondent à une certaine exigence suivant le format de l'IFC, suivant la version de l'IFC, et justement ce que l'éditeur a pu donc intégrer dans ses logiciels de modélisation très souvent. Pour pouvoir être lu par tout le monde et respecter justement ce format. Bon, je dirais ce schéma. Donc, on a une norme là-dessus, c'est la norme ISO 16737 qui permet justement d'avoir un contenu IFC certifié. Autrement, effectivement, l'environnement de l'IFC, parce que l'IFC, on verra, il ne peut pas tout embarquer avec. Donc là, c'est donc les IFD aussi, des dictionnaires. Donc, en suivant le schéma qu'on a ici, donc en partant de la base où on a un métier, on a des normes spécifiques au métier dans lequel on est, et quand on est dans la gestion des projets en BIM, on va rentrer dans d'autres normes de telle manière à se respecter tous ces échelons
qui permet de dire, OK, au final, quand je transfère un format IFC, peu importe l'éditeur, il saura me lire. Et donc, un mur d'un éditeur transféré sur un autre logiciel, avec un autre éditeur de modélisation, par exemple, restera un mur. Alors, non seulement on a la géométrie, heureusement, on a les informations, voire mieux, quand la compatibilité est totale, on peut même reprendre ce mur dans l'autre logiciel pour pouvoir se l'approprier et travailler avec. Voilà. Donc, on parlera donc de l'IFC, bien sûr, c'est le thème. On parlera peut-être un peu de l'IFD, hein, justement, c'est les dictionnaires de données et les catalogues. Ils viennent compléter, si vous voulez, l'environnement de l'IFC avec tout ce qu'on veut y associer en plus. Alors, les caractéristiques du format IFC, donc un fichier d'échange ouvert, interopérable, donc c'est le minimum. Donc là, du coup, on va pouvoir fonctionner en BIM collaboratif, peu importe la phase d'étude. Ensuite, en fonction finalement justement de la phase dans laquelle on est, en fonction des besoins que l'on a, l'IFC, c'est pour ça que c'est plus qu'un format, c'est un schéma. On va pouvoir transférer des données d'une certaine façon. Je prends un simple exemple. Je dois transférer mon fichier Revit natif ou Archicad ou d'autres logiciels. Je dois le transférer pour des besoins de gestion de patrimoine. Donc, c'est plus pour faire de la modélisation dessus, mais uniquement pour l'exploitation derrière. Donc, je vais pouvoir transférer, suivant un certain nombre de critères, mes données, uniquement les données nécessaires pour la gestion de patrimoine. Donc, on va pouvoir jouer sur un environnement et un export IFC spécifique pour telle ou telle chose, pour pas avoir toutes les informations qui ne seraient pas utiles pour tel ou tel besoin. Et c'est pour faire du stockage, de l'archivage, donc, au patrimoine, ou plutôt pouvoir transférer à un autre logiciel de modélisation pour pouvoir travailler avec. Voilà. En fonction de ça, les transferts ne sont pas les mêmes. Alors, c'est un fichier d'échange. Donc, on va transférer la géométrie. Généralement, aujourd'hui, bon, il n'y a pas trop de soucis, quel que soit l'éditeur. Si le transfert IFC s'est bien passé, toute la géométrie, vous l'avez, c'est certain. Il y a eu pas mal de progrès ces dernières années sur l'IFC. Après, c'est l'information. Qu'est-ce qu'on associe avec cette géométrie? Quelles sont les propriétés qu'on veut associer? Donc là, c'est justement ça serait, si on est dans une convention BIM, eh bien, ça serait quelles sont les informations qu'on va transférer, comment on les transfère et qui définit les informations à transférer en fonction de la phase dans laquelle on est. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir définir dans les schémas d'IFC. Alors, vous avez à droite ici justement toutes les normes. Tout à l'heure, je vous parlais de données. Les données, c'est donc ce que vous avez en bas, les données qu'on va transférer avec l'IFC. Vous avez un certain nombre de normes qui sont définies pour dire, OK, est-ce que le logiciel est certifié ou pas? Quels sont les critères à respecter? Après, vous avez des terminaux dans lesquels vous êtes. On parle de la même chose. Une porte doit rester comme entité porte une fois qu'on l'a transférée en IFC, qu'on soit donc sur des logiciels en français, en anglais ou autre. Donc, à l'arrivée, il faudrait que tout le monde ait les mêmes propriétés et la même description de l'objet. Donc ça, c'est important. Il y a des terminologies et des processus, c'est les normes que vous avez à droite, dont la norme 19650, comment on va transférer ces informations-là et comment on nomme tout ça. Donc, c'est les dictionnaires qui viennent se greffer à ces normes IFC et les manuels d'information. Donc, c'est ce regroupement des trois qui fait aujourd'hui, c'est plutôt bien bordé pour dire, OK, comment on transfère nos fichiers. Donc, c'est un fichier d'échange. Pardon. Alors, le modèle de données. Donc c'est une structure, théorique, c'est une structure de fichiers, bien sûr, avec des
filtres-là qu'il va falloir définir suivant les phases dans lesquelles vous êtes. C'est pour ça que, bon, si très souvent, quand vous faites du BIM collaboratif, bon, vous avez un cahier des charges certainement à respecter avec une convention BIM, et le BIM management, justement, va gérer justement ces types de transferts et vous définir éventuellement des normes de transfert et des procédures pas à pas éventuellement de transfert de votre fichier natif suivant le logiciel dans lequel vous travaillez, un logiciel de structure, de modélisation de structure ou des fluides, et le transférer en format IFC, de telle manière qu'à partir de là, on peut faire des analyses, voire de l'exploitation par la suite. Donc voilà, donc on a des filtres de données à gérer et des propriétés à intégrer. On pourrait prendre après le cas de Revit, éventuellement. Alors, c'est des éléments d'archives aussi, hein. Donc aujourd'hui, effectivement, si je prends le cas de Revit, vous avez une version chaque année. D'une version à l'autre, les formats de la version antérieure, il faut les convertir à chaque fois dans la nouvelle version. Donc voilà, ça c'est spécifique à Revit. Dans Archicad, vous devez avoir d'autres éléments. Sur d'autres logiciels, ça peut être tous les 2-3 ans. Voilà, vous avez des formats à respecter, des formats à aller upgrader à chaque fois pour dire, OK, la maquette est encore accessible avec la dernière version du logiciel. L'IFC, justement, donc c'est un fichier, le fait que ce soit un fichier ouvert, on s'assure de pouvoir le réouvrir plus tard avec des viewers uniquement, même si le logiciel, la version du logiciel avec laquelle on a modélisé la maquette n'existe plus. Et c'est déjà arrivé, hein, dans certaines versions, peut-être que ça vous est arrivé, je ne sais pas, quand vous convertissez un ancien fichier de 2-3 versions antérieures, qu'au co-transfert, vous ayez des messages d'erreur en fonction de comment a été faite la modélisation, comment a été fait tel ou tel élément de bibliothèque. Voilà. Donc, quelque part, avec un format IFC, on s'assure justement de pouvoir continuer à exploiter cette maquette IFC, quel que soit le logiciel avec lequel vous serez. Voilà, donc c'est pour ça que ça fait partie des éléments de l'IFC. C'est un élément d'archive. Alors, c'est un schéma de données, hein, bon, ça je l'ai déjà dit. Donc oui, on peut le stocker, évidemment. Donc en résumé, un modèle IFC comprend des entités géométriques et non géométriques, donc toute la modélisation que vous avez faite, toutes les informations que vous avez associées en fonction de la phase dans laquelle vous étiez, puisque vous les avez transférées d'une certaine façon. Ça contient la géométrie du bâtiment et ses données associées, oui, puisque bon, je vais récupérer le géoréférencement de l'objet, je vais récupérer le lien que j'ai entre 2 objets, la porte étant intégrée dans un mur, voilà, ce genre de choses. Donc on va récupérer ces informations-là, on va récupérer les propriétés des éléments, les propriétés qu'on a bien voulu transmettre, hein, puisque bon, c'est un choix. Qu'est-ce que je transmets dans le fichier IFC? Est-ce que je transmets toutes les propriétés ou uniquement des propriétés qui m'ont été demandées et qui sont spécifiques donc à la phase dans laquelle je suis ou au projet? Donc ça, c'est aussi possible. Et après, donc, vous avez tout ce qui est documentation. On peut insérer d'autres informations à l'intérieur de ce fichier. Donc, et on garantit cette interopérabilité justement par le fait que tel ou tel logiciel est certifié avec telle ou telle version. Voilà. Je regarde si j'ai pas de questions. Ok, je continue. Alors, depuis quand? Depuis quand on parle de l'IFC? Je ne sais pas, en fonction de vos expériences chacun, bon, c'est vrai qu'on en parle depuis relativement longtemps.
Aujourd'hui, l'IFC, il a presque 30 ans, hein, donc ça a commencé en 94, en 1994. Autodesk a été un des premiers à vouloir créer un format d'échange, et donc ça a commencé avec ce qu'on appelle l'International Alliance for Interoperability, donc où Autodesk en faisait partie, pour pouvoir commencer à trouver un moyen d'échanger entre les logiciels, parce qu'il y a pas mal de logiciels sur le marché. Donc voilà, si on ne s'échange pas, on peut comment parler de BIM si on ne sait pas communiquer ensemble. Donc du coup, ça a commencé à ce moment-là. En 2005, il y a eu Building Smart. Donc c'est un organisme international pour pouvoir restructurer au niveau mondial justement ce format qui est un format ouvert. Et Building Smart donc a appris depuis tout ce qui est les différentes versions de l'IFC, donc l'évolution de ce format et les différentes certifications des éditeurs. Voilà. Donc ensuite, il y a eu évidemment les formats. Aujourd'hui, on parle souvent de oui, j'ai besoin d'un fichier IFC à la version 2x3. Oui, c'est très courant parce que c'est pratiquement tous les logiciels BIM sont certifiés avec ce format IFC 2x3, mais on a le format IFC 4 où il y a déjà quelques éditeurs qui sont certifiés, donc ce qui apporte un peu plus de choses. Là, on parle de ponts, de tout ce qui est infrastructure, des nouvelles catégories qu'on n'avait pas. Une optimisation de la modélisation. Je ne sais pas si vous avez été confronté lors des transferts de maquettes IFC. La taille du fichier IFC n'est pas proportionnelle à votre maquette, à la taille de la maquette en modèle, hein. Ça dépend du contenu. Alors, au moment de l'export, ça dépend de deux choses surtout. Ça dépend du nombre d'informations que vous envoyez, même si c'est que du texte, mais c'est gourmand en taille. Et ça dépend de la géométrie de l'objet. Est-ce que vous avez modélisé des choses complexes, telles qu'une canopée, une forme de toiture en mode vague ou ce genre de choses? Voilà. Donc ça, c'est gourmand. Donc l'IFC4 apporte justement cette optimisation qui peut être vraiment intéressant pour ce type de modélisation complexe au niveau de la triangulation et autres. Ça s'est amélioré. Donc voilà, et donc là, oui, on est en 2023, donc il y a de l'IFC 4 où il y a pas mal de candidats pour cette certification. Oui, j'ai rien à dire de plus là-dessus, non. Alors, Building Smart, donc on en entend parler pas mal, puisque c'est effectivement aujourd'hui au niveau international. Donc, entre autres, dans le cadre de l'IFC, il va faire ses certifications. Donc, il va définir des, les contraintes à obtenir, aussi bien pour les imports d'IFC que pour les exports. Donc, on peut avoir une certification pour l'export en IFC et peut-être pas encore pour l'import. Ça dépend des éditeurs, ça dépend de l'amélioration qu'ils ont faite au sein de leur logiciel. Oui. Alors, au niveau d'Autodesk, des produits Autodesk, donc comme je vous disais donc tout à l'heure, membre fondateur de l'IAI, l'International Alliance for Interoperabilité, les produits Autodesk sont certifiés et en fonction des logiciels, voilà, on a des certifications qui ont été faites. Par exemple, sur Revit, on avait une certification sur l'IFC en 2011, Inventor en 2016. Voilà. Donc, suivant les formats, il est possible qu'il y ait quelques petits décalages sur la série des logiciels Autodesk, mais bon, le décalage n'est pas très important. Il est sur quelques mois seulement, puisqu'ils remettent systématiquement tout à niveau.
Il y a eu un manuel d'export, un manuel sur les Revit IFC, donc en 2018, sur différentes langues. Ça apporte un certain type d'informations qui étaient intéressantes. Vous avez aussi d'autres éditeurs qui l'ont fait, ce qui permettait justement d'avoir des manuels spécifiques à tel ou tel éditeur. Donc, il y a de la documentation, hein, donc on ira sur 2-3 sites. On n'est pas, on est assez tranquille pour bien gérer ces exports ou bien comprendre ces formats-là. Et là, donc il y a une certification IFC 4 pour Revit. Je crois que c'est depuis la version 2022 de Revit. Donc on est en IFC 4. Voilà. Euh, ouais, donc ça c'est bon, ça c'était donc dans le monde Autodesk. Ouais, ça aussi. Et donc maintenant, l'IFC, comment? Donc on a vu que, bon, à la limite, en collaboratif, il nous faut de l'IFC. On a vu que bon, l'IFC ne datait pas d'hier. C'est vrai que pour ceux qui sont dans le métier depuis longtemps, on peut dire que oui, ça a été plutôt long, c'est clair. On en parle depuis très longtemps. Euh, c'est vrai que aujourd'hui, c'est plus la problématique de la géométrie. La géométrie, on la communique très bien d'un logiciel à l'autre. Ça, c'est c'est- c'est fait. Ce qui peut encore causer un problème, c'est sur les gros projets. On est obligé de structurer son projet pour ne pas avoir des tailles de fichiers IFC extrêmement lourds, puisque très souvent, on veut pouvoir visualiser ces maquettes IFC par des viewers. On peut faire des requêtes dessus, on peut faire des analyses de clash. Donc voilà, pour que ce soit fluide, puisqu'on y travaille, il y en a qui travaillent derrière. Donc on peut être amené à restructurer ces exports IFC parce que la taille des fichiers est trop lourde, un peu ce que vous avez aussi dans les logiciels de modélisation 3D. Donc, on structure ces maquettes suivant le contenu de ces maquettes. Alors, l'IFC, comment? Disons que ça va être le plus important parce que on peut s'échanger de l'IFC, mais si on l'échange d'une manière non structurée, euh, donc, on ne va pas avoir d'une fois à l'autre les mêmes informations, on ne va pas avoir les informations qu'on souhaite obtenir. Voilà, donc ces exports-là, il faut qu'ils soient complètement cadrés. Bon, évidemment, c'est cadré dans le cadre, bien sûr, et suivant la phase dans laquelle on est. Si c'est juste pour des études d'analyse de clash, ben, il y aura très peu de propriété des données. Si c'est pour vérifier, par exemple, des surfaces, ce genre de choses, on va commencer à demander de transférer des données de base de chaque logiciel, puisque chaque logiciel de modélisation va vous fournir un certain nombre de propriétés communes, hein. La surface d'un objet, peut-être le volume d'un objet, voilà. Donc ces caractéristiques-là, on les a, on va dire, d'une manière native sur les logiciels. Et après, on peut avoir des propriétés spécifiques, hein. Donc, on peut être amené à dire, OK, dans le cas de ce projet, j'ai besoin de telle ou telle propriété. Et ça se structure. Il faut créer des paramètres pour dire, OK, j'embarque à l'export de l'IFC ces différents paramètres. Alors, je peux dire, je prends un exemple. Sur une porte, j'ai besoin de 3 paramètres. Sur une fenêtre, j'en ai besoin peut-être 4 ou 5, ainsi de suite. Donc, c'est ce comment qui est important en fin de compte pour dire comment on va transférer ces maquettes. Alors, donc on a nos données, un fichier IFC, donc il y a l'identité et la sémantique, il y a un objet, un nom, une fonction. Il va avoir donc généralement c'est répertorié, j'ai le site, je suis sur un site, je suis sur un projet, je suis sur un bâtiment, et à l'intérieur du bâtiment, j'ai des niveaux. Donc, c'est structuré de cette façon-là. Tous les formats IFC qu'on va envoyer, c'est sous cette définition qu'on va transférer. Peut-être je vais passer juste sur juste un schéma comme ça pour ceux qui connaissent pas. Ça peut peut-être être utile de le montrer. Je vais juste échapper là. Alors, je vais repartager l'autre écran.
Il faut partager mon autre écran juste pour pouvoir parler de... Voilà, donc ça se présente comme ça, hein. Donc là, j'ai pris un viewer. Voilà, on a un nom de projet, un nom de site, un nom de bâtiment et on a des niveaux. Et après, dans chacun des niveaux, je vais pouvoir dire: «OK, j'ai les différentes données de tel ou tel niveau». Si je déploie, dans le niveau tel, je vais avoir des portes, je vais avoir des faux plafonds et ainsi de suite, des escaliers. Voilà. Autant donc on a cette partie, c'est la structure d'un fichier IFC et après à chaque fois que vous pointez sur tel ou tel objet, vous avez les propriétés que vous avez bien voulu transmettre. Donc ça aussi, c'est là qu'on va, optimiser ces transferts et envoyer les données qu'on souhaite d'une certaine façon, suivant ses propres besoins. Donc je vais revenir sur mon PPT. Voilà, je pense que ça doit être bon pour tout le monde. Ah ouais, j'ai déjà une question, ouais, sur la différence entre l'IFC 2x3 et l'IFC 4. Ouais, j'ai déjà répondu en partie, mais il y aura encore des diapos là-dessus, donc la différence entre le 2x3 et le 4, au-delà de ce que la structure et l'infra, pardon, tout ce qui est infrastructure et optimisation euh, des fichiers suivant la modélisation. Alors, donc le format IFC, donc on a des relations entre les objets, un mur, un plancher, une fenêtre. Donc on a cette géométrie, le lien qu'on a entre le mur et la porte ou la fenêtre, il est maintenu, bien sûr. C'est un mur, c'est une fenêtre qui appartient à tel ou tel mur. On a d'autres concepts un peu plus abstraits, les performances, le calcul des coûts, hein, si on a transféré ces données. Alors, ces données, si je prends l'exemple de Revit, on les transfère par des tables de nomenclature, hein. On peut choisir quelles sont les tables de nomenclature qu'on transfère, avec quel type d'information qu'on veut transférer. Les processus d'installation, si on fait du montage et autres, donc voilà, on peut avoir d'autres informations que des données géométriques et de simples données de propriété. Et bon, on aura les propriétaires des fichiers quand on édite dans un bloc-notes le fichier IFC qu'on peut ouvrir. On peut retrouver quelle est l'entreprise qui l'a transmise, avec quel logiciel, avec quelle version de logiciel, ainsi de suite. Donc on a toute cette information-là. On peut intervenir sur ces fichiers texte. Donc quand vous éditez un bloc-notes avec IFC, on peut aller manipuler, évidemment, avec plus que des précautions, le contenu d'un fichier IFC. Je prends un exemple. Parfois, vous faites un concours, on vous demande que les fichiers IFC soient anonymes. Donc, soit c'est vous qui devez l'éditer, donc vous l'éditez pour aller supprimer, mettre une valeur qui n'est pas le nom de votre agence, parce que vous êtes dans le cadre d'un concours. Voilà, on peut intervenir dessus. Je prends un autre exemple. Dans Revit, quand vous exportez un fichier IFC, vous avez le nom du projet dans lequel vous êtes, le site, même si vous exportez le paramètre IFC size, qui est un des paramètres IFC, Revit ne le récupère pas en tant que ne récupère pas la valeur. Du coup, oui, on peut être amené à éditer ce fichier IFC, on pourrait écrire le site sur lequel on est, parce que bon, par défaut, la valeur sera écrite défaut uniquement. Après, vous avez le nom du bâtiment et le nom des étages, bon, ça, tout va bien, voilà. Donc voilà, on peut manipuler comme on s'y connaît un petit peu. Autrement, on fait des transferts suivant une méthodologie de transfert et d'export qui, très souvent, ça a été établi par le BIM Manager, pour être certain que tous les fichiers IFC qu'ils récupèrent sont dans la même configuration, peu importe le logiciel d'où ils proviennent. Voilà.
Alors, l'IFC, on parle d'IFC, OK, mais il y a différents formats IFC. Vous avez l'IFC SPF, donc c'est celui qu'on utilise le plus souvent quand on vous demande un IFC, c'est le premier, c'est ce format-là qu'on nous demande. Heu, c'est ce qu'on appelle des données express. L'IFC XML, peut-être qu'il y en a qui en ont entendu parler, c'est plus pour échanger sur tout ce qui est, donc analyse énergétique. Donc il y a certains logiciels, au moment où vous exportez l'IFC, et on dit que c'est un IFC XML, donc c'est pour exporter un certain nombre d'informations, en tout cas d'exporter d'une certaine façon un certain nombre, de propriétés, notamment sur les pièces ou les espaces. Si je me réfère à Revit, pour exporter les données d'un espace, donc la surface, le volume et les propriétés, les besoins énergétiques de tel ou tel espace. IFC zip, bon, bah, c'est quand on compresse, bien sûr. Ouais, continue. Alors, est-ce que, voilà, là, c'est les questions. Existe-t-il des ressources pour les documents disponibles sur les IFC? Oui, là, il y a de quoi faire. J'ai 2-3 liens que j'ouvrirai directement sur Google, là, on le verra. Quelles sont les spécifications des paramètres recommandés pour pouvoir exporter rapidement? Bien, ça, ben, ça dépend de à quel moment vous exportez vos IFC, pour quel objectif, hein, quelle est la demande, voilà. En fonction de ça, on va pouvoir exporter, certes, la partie géométrique, peut-être pas tout, hein. Imaginez que je suis architecte, je l'envoie pour un bureau d'études structure, je vais désactiver toute la partie immobilier, j'ai pas besoin d'envoyer toute ma maquette, donc je vais commencer à filtrer les éléments graphiques dont j'ai pas besoin. Et je vais exporter peut-être un certain nombre de données nécessaires et strictement nécessaires pour le bureau d'études. Si vous faites le test d'exporter un fichier IFC sans aucune information ou avec toutes les informations, vous verrez le temps de transfert, il est plus que multiplié par 2. Donc c'est là où on va optimiser. Je ne transfère que ce qu'on m'a demandé. Si j'ai 15 paramètres dans ma maquette pour mes propres besoins, et qu'on m'en demande que 5 à exporter, j'en exporterai que 5. Voilà, donc c'est là où vous économisez, aussi bien du temps de transfert que la taille des fichiers. Puis-je personnaliser les exports, des propriétés? Voilà, donc existe-t-il des modèles de logiciels et des configurations? Oui. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir rapidement là. Alors, j'y vais. Alors, la norme donc ISO développée, elle est maintenue et certifiée par Bundixmart, ça je vous l'ai dit. Donc c'est Bundixmart qui va valider les différentes étapes en fonction des éditeurs pour les transférer. Schéma sémantique, pour les transferts de données. Processus OpenBeam, comment je les transfère. Liste officielle des logiciels certifiés. Ben, tiens, je vais cliquer dessus. Et là, oui, donc du coup, je suis obligé de repartager mon autre écran. Ça me fait perdre un peu de temps par contre, mais je vais quand même le faire. Ouais, je vais le faire puisque alors je repartage l'autre. Voilà, donc ici, je suis sur le site Building Smart et là, il liste, hein, donc en fonction des logiciels, en fonction de la version de l'IFC, donc les différents éditeurs, le logiciel, le format IFC, est-ce qu'il est certifié en export ou en import et depuis quelle date? Voilà, donc là, vous avez toute une liste des différents éditeurs qui sont certifiés là-dessus. Le partage. Voilà, donc ça, vous l'avez directement sur le sur le site Bundixmart. Ici, vous avez les produits, d'Autodesk, qui prennent en charge, l'IFC, donc bon, c'est toute la gamme, hein. Heu,
Alors, voilà, la certification de Revit, donc en IFC 4, bah, c'est depuis 2022. Donc si vous êtes dans Revit, pour ceux qui travaillent dans Revit, quand vous allez dans les exports IFC, vous avez différents types de configurations. Donc c'est ça qui fait que, soit c'est pour des vues de référence, donc c'est pour les exports, architecture, structure ou pour les fluides, ou c'est une vue de transfert de conception. Et là, vous voyez que c'est pas encore normal, c'est pas encore validé, certifié, non officiel. Donc ça peut vous permettre de les tester, de voir éventuellement la différence. C'était la question de tout à l'heure. Vous verrez déjà le temps de transfert, il est un peu plus optimisé, la taille du fichier aussi. Voilà. Et en expérimental, vous avez déjà l'IFC 4.3 dans le cas de Revit. Donc ici, c'est le groupe Open Design Alliance. Donc c'est un regroupement d'éditeurs de logiciels justement pour pouvoir générer ces différents transferts d'une manière un peu plus fluide, puisque c'est vrai que jusqu'à présent, bon, il y a que Multismart qui vient les certifier, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Comment on étudie l'IFC 5 ou l'IFC 6? Voilà, donc, c'est étudié par ce groupement d'éditeurs pour dire, OK, comment on s'entend pour les différents types de données futures pour les différents formats de l'IFC. Alors là, vous avez justement un petit peu la vie de l'IFC depuis son jeune âge. L'IFC 2x3 prend l'IFC 4. L'IFC 5, bon, il est déjà en étude, mais bon, il est pas encore intégré. Il va intégrer de l'infrastructure aussi. Et l'IFC 6, on se posait la question, est-ce que ce sera encore de l'IFC ou d'autres formats? Voilà, donc on planifie les autres formats. Aujourd'hui, l'IFC 4, il commence à être certifié, mais on réfléchit sur l'IFC 5. Alors ici, tout à l'heure, on parlait de transfert de schéma. C'est pas qu'un fichier, un format. C'est-à-dire que à gauche, là, voyez comme ça ne sert pratiquement à personne. Nous, on veut envoyer un certain nombre de données d'une certaine façon. Donc, on fait ce qu'on appelle, on va envoyer des modèles de transfert, des modèles de vue. Hein, c'est ce qu'on avait dans la diapo précédente, ce que j'avais montré depuis Revit, l'IFC 4 pour la conception, pour la coordination ou pour de la gestion éventuellement. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le MVD. Vous entendrez parler souvent de MVD, modèle view définition ou définition de modèle de vue. Et c'est là qu'on peut avoir qu'un BIM manager pourrait structurer dans le cadre d'un projet suivant une phase donnée. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans ce type de transfert? Voilà, on parle de IFC 2x3 coordination. C'est ce qu'on demande la plupart du temps. C'est les normes pour les travaux de coordination. C'est toujours valable, mais souvent remplacé par les vues de référence IFC 4. Quand on est entre éditeurs qui sont certifiés IFC 4, pourquoi pas passer en IFC 4? Voilà, ça se fait, mais bon, par défaut, on sait qu'on est en 2x3. Quand on peut le faire, ben, c'est tant mieux. IFC 4, référence view, ça c'est fait. Donc, il y a la certification pour la visualisation, la coordination. Ben, il y a pas mal d'éditeurs qui le sont déjà. On n'est pas encore, tout le monde n'est pas certifié pour le design, pour la conception. Donc, je ne peux pas envoyer encore un IFC 4 de Revit pour l'envoyer chez un autre éditeur tel qu'Archicad ou d'autres logiciels, d'autres métiers. Voilà, donc pour l'instant, c'est pas encore validé complètement, ça va pas tarder. Alors, les schémas, donc là aussi, oui, ça c'est un lien, mais je l'ai extrait ici.
Donc ici, vous avez les différentes versions d'IFC. Souvent, on parle d'IFC 4.3 avec encore deux chiffres derrière. Donc, suivant la version, la mise à jour et les différentes adaptations qui sont faites. Voilà. Donc, vous avez 4 niveaux. Là, je vais les expliquer dans la slide d'après. Je pense que ce sera plus facile. Juste avant, je m'arrête et ça permettra de répondre à la question tout à l'heure. Quelle est la différence? L'IFC 4, vous avez une amélioration de la géométrie, c'est ce que je vous disais, extrusion par effilement, balayage, hein, pour ceux qui font pas mal de géométrie, hein, quand vous avez plusieurs profils et vous générez une forme. Voilà, surface non coplanaire, voilà, sur ce type de géométrie qui est assez complexe. Je prends même, s'il y en a qui ont modélisé des profilés IPN avec les raccords de soudure qui sont des arcs, ça va être très gourmand, hein, généralement, on schématise un peu plus ces profilés, mais en supposant que ça a été fait, cette forme d'arc et autres, pourtant c'est un profilé extrudé vertical ou horizontal en fonction de ce dont on parle, eh bien ça c'est gourmand. Donc ça a été amélioré en version 4, voilà. Et on parle exactement de tessellation. Voilà, c'est là où on a une optimisation de ce type de forme, ce qui est la bienvenue, puisque parfois on nous demande de transférer de l'IFC avec des niveaux de détail graphiques assez poussés. Alors voilà, donc quand on parle de version 2, version 3 ou version 4, hein, donc ça c'est une version majeure, hein, donc c'est au changement. Après, vous avez les versions mineures, 4.1 ou 4.2. Et après, vous avez des petits add-ons qui ont été rajoutés, hein, donc des petits éléments qui complètent le format de l'IFC 4.3 ou 4.2, pardon, ou des rectificatifs, hein, quand il y a eu des bugs sur les pour les premiers exports qu'il fallait corriger. Voilà, c'est pour ça ces 4 chiffres, c'est comme ça qu'il faut le prendre. La version majeure, les versions mineures en 2, les, les, les éléments complémentaires additionnels et les correctifs quand il y en a. Ok, donc je passe. Voilà, ici, vous avez, oui, ça, j'avais pointé tout à l'heure, hein, c'est ce que on voit, donc la vue de référence qu'on avait vue dans Revit et que je remis là en bas dans la slide. Vous le retrouvez au moment où ça a été validé par Building Smart à droite. Alors, l'IFC, voilà, donc on a les schémas IFC, on vient de le voir. Vous entendrez parler, si vous êtes dans l'Open BIM, hein, donc du BCF. Hein, donc BCF, c'est plus pour pouvoir communiquer une information sur un format IFC ou pas, mais le BCF aussi, c'est un format ouvert que certains viewers génèrent. Le GBXML, donc ça c'est pour toute la partie calcul énergétique, donc c'est un format ouvert. Et le BSDD aussi de Building Smart Data Dictionary qu'on peut retrouver. Le dernier en France, je ne pense pas que moi j'en ai jamais vu parce que c'est une norme plus anglo-saxonne. Ils ont plutôt opté UK, ils ont plutôt opté sur le COBie, hein, qui est un format où on transfère sa maquette, c'est plutôt une base de données qu'on transfère. Ce qu'on pourrait faire à partir de Revit, transférer sur Access toute sa maquette avec une série de tables, avec toutes les liaisons entre les tables euh, de données d'une maquette, mais ce n'est pas les options qui ont été retenues pratiquement dans toute l'Europe. Et même, je dirais presque dans le monde, on est plutôt en IFC. Donc, COBie, c'est une autre norme de transfert qui est utilisée en Angleterre, entre autres. Voilà, ça c'est pour les différents formats de fichiers. Alors, le MVD, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le schéma l'ensemble qu'on veut exporter, la façon dont on veut exporter
le fichier IFC. Donc, on parle de MVD, de modèle de vue. L'IFD, alors, dans l'IFC, on ne peut pas tout transférer. C'est peut-être un peu petit ce que vous avez à droite, le petit schéma, mais par exemple, pour l'exemple d'une porte, de l'IFC, on dira que c'est une porte, on dira que c'est une porte coupe-feu, voilà, que c'est une porte intérieure, et on va s'arrêter à peu près là. Après, est-ce qu'elle est battante, les différents types de montants, la couleur de la peinture, râle et ainsi de suite, les canons qu'il peut y avoir, les différentes serrures. Donc ça, on ne va pas plomber les fichiers IFC et toute l'information qu'il y a dedans. On peut greffer de l'IFD. On aura une clé de répartition dans l'IFC, j'ai un numéro de clé, et après, c'est l'IFD qui prend le relais, puisque c'est des dictionnaires communs à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, peu importe les logiciels avec lesquels vous travaillez, chacun est dans son monde. Petit à petit, on est obligé de s'aligner pour dire, OK, on parle des mêmes choses. Ce que j'ai appelé porte chez moi, finalement, c'est d'or chez tout le monde. OK, ben, on va avoir ce type de transfert, voire un peu plus, parce que, bon, en fonction des éditeurs, on a des contenus qui ne sont pas tout à fait identiques, mais à terme, avec ces normes différentes, ces dictionnaires, ben, on sait communiquer quand on transfère de cette façon-là. Donc, on a l'IFC, donc le MVD, l'IFD, qui est assez intéressant quand on fait de la gestion de patrimoine, puisqu'on a un certain nombre de données importantes à lier. Et les dictionnaires, les manuels de diffusion de l'information, comment on transfère cette info. Je vous remercie pour m'avoir suivi, et donc peut-être à une prochaine fois.